Terrible, terrible. Aujourd'hui, nouvelle critique de livre. Après MKV de Noémie Bourgois en intégrale, sans gâcher l'histoire bien entendu. Après Mardas, premier tome, Le Retour des Immortels de Michael Bieli. Voici aujourd'hui un détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly. Je crois qu'avec ce livre-là, je termine ma trilogie des booktubeurs, booktubeuses reconnus dans la sphère YouTube que j'ai pu suivre ou voir leurs vidéos parce que j'en ai pas beaucoup regardé, mais voilà. J'étais parti au départ dans l'idée de faire ces trois-là, si possible, de lire leurs romans dont le pitch m'intéressait le plus, et j'espérais surtout faire en sorte de varier les plaisirs. C'est-à-dire que Michael Bieli, je savais déjà à l'avance que ça allait être de la fantaisie, donc je voulais m'écarter de la fantaisie pour les deux autres. Noémie Bourgois, là, ça a été un peu plus variable, mais grosso modo, c'était de la dystopie. Donc je fais, ouais d'accord, la dystopie, bon, c'est un genre à part, très bien. Voilà, pour Christelle Le Bailly, j'avais lu horreur. Eh ben très bien. Voyons voir ce que ça vaut. Bon déjà, premier problème sur la couverture, hein. Je vois une tique. Quand vous avez un animal de compagnie, en l'occurrence un chien, les tiques, en général, ça vous colle les frissons. Donc quelque part, ça nous met déjà dans le bain. Et pour les personnes qui débarqueraient sur cette vidéo pour la première fois, je suis Christian Kobilarz, écrivain du roman Les Gawa, premier tome disponible depuis le mois de février. Le deuxième va arriver bientôt, mais auteur depuis de nombreuses années. En tant que vidéaste, en tant que faiseur de web émissions, pour vous donner simplement la base, je suis un jeune apprenti script doctor, d'où la blague avec la chemise, et ça tient horriblement chaud, c'est horrible. Je vous déconseille de faire cette blague dans vos vidéos, l'été ça pardonne pas. Script doctor étant une activité moyennement reconnu en France, ouais, qui pourrait être critique de scénario, mais c'est extrêmement vague. En fait, c'est pas tant la critique que l'aide à apporter aux auteurs qui la demandent. Dans l'univers des écrivains, on considère qu'il y a les bêta-lecteurs. Les bêta-lecteurs étant des gens, en général, plus ou moins proches des auteurs, qui se permettent de donner un avis pour aider ces auteurs-là à corriger le tir quand il y en a besoin. Et ben, Script Doctor, c'est le cran au-dessus, c'est-à-dire je suis pas votre copain, nounou, je suis pas un membre de la famille ni rien, mais j'ai à cœur de vous aider à pondre la meilleure histoire possible, ce qui signifie que généralement c'est une activité qui est pas très bénévole, qui nécessite un petit savoir-faire en matière de scénario, de dramaturgie, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires au plus de monde possible, toucher le cœur des gens, l'art du drame, et ça c'est un truc qui me passionne particulièrement, et je vous recommanderai jamais assez les livres de Yves Lavandier, la dramaturgie, évaluer un scénario, construire un récit, qui sont des phénomènes en France. Il y a plein d'autres livres qui parlent de scénario aujourd'hui, mais je me concentre particulièrement là-dessus. De plus, pour mon CV, ça fait déjà un petit moment que je travaille sur le roman d'une tierce personne pour l'aider à publier. Donc n'hésitez pas à faire valoir vos droits. La seule condition que je vous demande de remplir, c'est d'aller au bout par vous-même d'un premier jet. Mon premier rat de laboratoire s'était permis de juste dresser un plan construit, donc je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Mais je vois trop de monde qui a des projets plein la tête et qui ne va jamais au bout de ces histoires. Donc voilà, je vous demanderai juste de faire un effort pour pondre un premier jet complet de votre histoire. Et derrière, bien entendu, de faire savoir, une fois que vous avez publié votre roman, que je vous ai aidé à le faire. Il s'agit juste de rétribuer gentiment la personne. Moi, mon but, c'est d'être reconnu en tant que script doctor alors que je n'ai aucune qualification doctorale, mais je peux obtenir cette légitimité à force de travailler avec des gens complètement différents, sur des histoires complètement différentes. Mais assez parlé de moi. Alors, comment est-ce que j'ai découvert Christelle Le Bailly sur YouTube? Je n'en ai aucune idée. C'est littéral. Je sais que sa tête est revenue plusieurs fois dans des miniatures quand je cherchais des informations précises sur comment améliorer ses personnages, comment faire une carte de son univers, je sais pas. Et j'ai vu, tiens, elle a énormément d'abonnés, bah ça tombe bien. Peut-être qu'il y a des gens de chez elle qui seraient ravis de s'abonner à ma chaîne. Donc
allons-y. Après, j'ai regardé quand même quelques-unes de ses vidéos. Elle parle bien, elle s'exprime bien. Si vous suivez son contenu correctement, vous pourrez peut-être m'indiquer en commentaire si j'ai raison ou tort. Mais il me semble que c'est une ancienne éditrice et qu'elle patauge dans cet univers-là littéraire depuis pas mal de temps. Elle propose des formations. Elle est youtubeuse depuis environ 6 ans, quelque chose comme ça. Et bah, il y a quand même un énorme public qui la suit. Fatalement, on peut pas en déduire que c'est une fraude, non. Et je pense que le meilleur moyen de soutenir des auteurs, quels qu'ils soient, c'est encore de les lire. Donc, je me suis permis, elle a l'habitude de faire des couvertures qui sont absolument pas mon style pour ses autres romans. J'avais vu ça, Un détour pour l'enfer, horreur, couverture tout à fait sympathique au passage, qui est très thématique avec le livre. Tu me diras, c'est le boulot d'une couverture. Oui, d'accord. Donc, ok, voilà, Un détour pour l'enfer. Très bien, qu'est-ce que c'est? Alors, Kate se réveille dans une sombre forêt, ensevelie sous une pluie de cendres. Son corps est glacé et elle ignore comment elle s'est retrouvée ici. L'annonce tombe rapidement. Elle est morte. Ok, c'est une information. La jeune fille se trouve dans les abysses, un monde peuplé de créatures terrifiantes, dont le seul but est de la conduire en enfer. Bon, dans le purgatoire. Si on se lance dans les trucs bibliques, ok. Deux choix s'offrent à elle, affronter les nains pour rejoindre le paradis ou rester au purgatori. Oui, bah le bar, on en parlera tout à l'heure, ce bar étrange où le temps ne s'écoule pas. Elle décide de tenter sa chance, accompagnée d'autres morts vivants, lol, prête à tout pour accéder aux cieux. Kate va se lancer dans une odyssée effroyable où l'enjeu n'est rien d'autre que le salut de son âme. Au vu du pitch, déjà on peut en déduire pas mal de choses. Le classique parcours du héros, c'est un voyage initiatique d'un personnage qui est décédé, qui va comprendre pourquoi elle en est arrivée là, et qui a très certainement beaucoup de choses à se reprocher de son vivant, et qui va s'absoudre de ses péchés au fur et à mesure. C'est une connotation très religieuse, mais en même temps la religion se base aussi sur la vie, notamment sur tout ce qui touche à la morale, etc. Donc bah, très bien, intéressant. Qu'est-ce que ça vaut? Déjà, c'est un petit livre. Hein, les deux autres que j'ai lus, c'était des pavés monstrueux. Ça, c'est un petit livre. Ça paye pas de mine. Après Mardas, je peux vous garantir que j'étais ravi d'avoir un truc plus simple, disons, plus court à lire. Alors, de quoi ça nous parle donc? Bah, comme je disais tout à l'heure, après l'avoir lu, confirmation sur la forme. C'est un récit de type initiatique, à base de voyage, avec de multiples personnages, dont bien entendu chacun a un passé trouble, un présent trouble aussi, et l'avenir ne semble pas très fleuri non plus. C'est-à-dire on nous met quand même une bonne ambiance, on va essayer de se sortir les doigts du cul et on va tâcher d'atteindre le paradis plutôt que de rester des mollassons dans le bar du Purgatory, un bar qui s'avère être une sorte de dernier bar avant la fin du monde. Il y a un délire comme ça où le temps s'écoule de manière indéfinie et tous ceux qui le peuplent, c'est des gens qui sont supposés avoir abandonné l'idée d'avoir une suite, un après la mort, mais qui vivent également avec tous leurs péchés, qui n'ont pas pu être absous, etc. Et donc en fait qui se morfondent éternellement parce qu'ils ont peur de sortir, parce que s'ils sortent du bar ils se font déglinguer par les démons, emmenés en enfer pour une torture tout à fait satisfaisante quand ils se font attraper, et pour le paradis on considère que c'est plus ou moins impossible d'y arriver, mais il y a des options qui sont présentes, mais étant donné que ces options ne sont pas très alléchantes, bah tout le monde reste au purgatoire. Et pareil, je reviens là-dessus sur les thèmes habituels aux religions. Bon, on a la notion du purgatoire qui est un endroit qui se situe toujours entre l'enfer et le paradis. Alors je peux vous mentir, j'ai pas de grands souvenirs de ces choses-là. Je connais pas mes classiques. Je sais juste que dans une certaine série qui s'appelait Supernatural, que je regardais quand j'étais ado, le purgatoire c'était là où tous les monstres se retrouvaient pour se foutre sur la gueule éternellement. Donc c'est pas comme l'enfer où tu souffres sous la torture, mais tu souffres le fait d'être constamment soit la proie, soit le chasseur. Et techniquement, c'est exactement ce qu'on a là-dedans. Il y a des proies, il y a des chasseurs. Partie 3. La critique du connard. Le connard c'est moi. Là je vais pas me faire chier, je regarde directement mes notes et je vais les commenter. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ah bah, déjà très bon style d'écriture, très lisible. Oui, bah vite fait. C'est vrai que quand tu regardes, la mise en page, déjà, la gueule des chapitres, tu regardes, bon, c'est chapitre 1, chapitre 4, t'as pas de nom de chapitre, tu te casses pas les couilles, tu sais juste qu'un chapitre est égal à une situation précise dans laquelle évoluent nos personnages. Voilà, pas bien compliqué. Il y a un très bon rythme entre les dialogues et les phases narratives et également les phases de description. Chose pour les personnes qui suivent sur lesquelles je suis pas très doué. C'est-à-dire décrire la nature des arbres ou une clairière ou une prairie pendant 2 pages, c'est clairement pas mon délire. Je te dirais juste, bon, on va dans une forêt, ça c'est un lac, ça c'est une montagne,
ta gueule. Eh ben, je trouve que Christelle Lebelly a l'art et la manière de faire exactement ce que moi je souhaiterais faire. C'est-à-dire faire très brouillon, bref, pour ce qui est de la description, mais d'être juste assez bien calé pour pas qu'on se dise franchement tu te fous de notre gueule, quand même quoi, aide-nous un peu à y voir clair. Non, 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 il y a de très bonnes descriptions et ça va quand même droit au but. Il y a un très juste équilibre dans les descriptions et je suis souvent ébahi quoi. Je me dis merde, faudrait que je prenne des notes sur la manière dont elle s'y prend parce que c'est bien foutu. Maintenant pour le côté orthographique, j'ai souvenir d'avoir vu des fautes d'orthographe, mais c'est exactement pareil que pour les deux auteurs précédents. Ça ne froisse pas les yeux. T'as des moments où t'en trouves 2 ou 3 qui sont un peu flagrantes au début d'un chapitre, bah tu te dis bah écoute, pour être moi-même écrivain, je sais qu'il y a des moments où t'es un peu fatigué et tout ça et tu passes à côté, voilà. En plus je passe pas par l'option bêta lecteur, donc ça arrive à tout le monde, voilà, c'est pas la fin du monde. Les descriptions sont bonnes, l'écriture est bonne. Maintenant, attention, tout ce que je dis, ça ne touche en rien le scénario, ça ne touche en rien le contenu réel du livre. Tout ce que je vous dis, c'est de la surface pour l'instant. Alors, j'avais marqué, quête est ambiguë, pas facile à comprendre. De la comprendre elle. Insupportable, a toujours raison et motivation peu claire. Alors, là déjà, il y a beaucoup matière à en dire, parce que si je m'arrête à cette phrase-là, et que tu as lu le livre, tu aurais tendance, probablement, à dire « Non mais tu te fous de notre gueule ». On comprend très bien pourquoi elle est comme ça, et surtout, sa motivation, elle est très claire. Elle veut retrouver son père dans le paradis. Bon, d'accord. Ambigu, pas facile de comprendre. Déjà, il y a énormément de choses à en dire de ça. Alors, Kate, je précise, c'est le personnage principal. C'est une adolescente de 16 ans, comme le disait le pitch de départ, se retrouve dans cette espèce de purgatoire géant, et comprend qu'elle est morte. Dans un premier temps, elle est évidemment complètement troublée, elle se dit que c'est n'importe quoi, etc. Elle tombe sur une espèce de mec bizarre qui veut la sectionner dans tous les sens, puis elle finit par s'échapper et rejoindre le bar du purgatoire. Oh là là, oui, en fait t'es morte. Ah merde. Non, j'y crois pas. Puis finalement, elle finit par accepter et elle se dit, du coup, il y a peut-être un paradis quelque part. Oui, oui, il y a un paradis. Oh putain, il faut qu'on y aille. Non. Mais pourquoi vous voulez pas y aller? Non, mais on est bien parce que dehors c'est dangereux. Ouais, mais moi je veux y aller. Et là, on se pose la question, pourquoi tu veux y aller au paradis? Ouais, c'est parce que y a mon père qui est décédé il y a X temps, tout ça, j'ai jamais pu lui dire au revoir, je sais pas quoi, il faut que... Je sais plus si c'est un truc du genre, faut que je m'excuse auprès de lui parce qu'on s'est disputé la dernière fois, tu sais, je lis tellement d'histoires au bout d'un moment, je sais plus où j'en suis, mais on comprend qu'elle a elle-même un passé trouble, qui fait que on pourrait se demander si elle n'a pas quelque chose à se reprocher. Évidemment que oui. Je ne vais pas vous gâcher l'information, vous vous débrouillez, vous lisez vous-même le roman. On est en droit d'espérer que son petit voyage initiatique à travers les limbes lui permette de comprendre un petit peu où est-ce qu'elle a merdé dans sa vie et qu'elle fasse pénitence quoi en gros. C'est un vaste sujet parce que en fait si je devais faire une critique très globale du livre, de mon point de vue, c'est autant un avantage que quelque chose de négatif, c'est que à la fin du livre, tu es obligé de te faire ta propre idée. Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a mûri? Est-ce qu'elle parvient à son but? Parce que là aussi, la fin est extrêmement décousue. Enfin, pas décousue, mais elle est très floue. Et là encore, je suis obligé de m'en remettre à ma logique personnelle en me disant c'est voulu. Christelle Lebelly a cherché à nous faire une fin un petit peu floue pour qu'on se fasse notre propre idée. Et j'adore ce genre d'histoire, parce que ça t'oblige à réfléchir. Est-ce que si, admettons qu'elle réussisse à aller au paradis, est-ce que ça veut dire qu'elle est digne de l'atteindre? Parce que là aussi on parle de ça. Techniquement, le livre est une immense chasse aux démons, mais c'est pas les démons qui sont chassés, c'est l'inverse. Les démons ne les chassent pratiquement jamais physiquement, et pourtant, on nous laisse entendre tout le long que les démons sont une menace absolue, qu'on ne peut rien faire contre eux, et que la seule chose à faire c'est courir, parce qu'ils sont partout. Il y a une phrase comme ça dans le livre, c'est « Dès que tu t'arrêtes, dès que tu as l'impression d'être en sécurité, c'est le moment où tu es le plus en danger ». Eh ben, autant on nous dit que les démons sont extrêmement dangereux, autant ils ne font jamais rien. Pareil, c'est une manière d'interpréter les choses. On ne les voit pratiquement jamais au coude à coude avec nos personnages principaux. Ils sont jamais au contact physique, pratiquement, avec eux. En revanche, là où il est vrai que c'est une menace permanente, c'est que les démons usent de stratagèmes psychologiques pour atteindre nos personnages, pour les atteindre au plus profond de leur âme. Il y a un sous-texte moralisateur, au sens premier du terme. Concernant le personnage de Kate, qui est une véritable pile électrique qui n'écoute jamais personne et fait toujours tout à sa tête. Et les autres personnages sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus aptes à accepter l'aide des autres, alors que Kate
Kate, elle est en mode non, 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 on fait tout par nous-mêmes, sinon on va se faire avoir. C'est là que j'ai un problème avec le personnage de Kate, particulièrement. Parce que elle veut toujours avoir raison. Elle montre que elle a tout le temps son avis à elle, qui est différent des autres. Ok, pas de souci. Mais derrière, elle ne justifie pas. Elle fait ses choix uniquement à la gueule des autres personnages. C'est ça qui me perturbe toujours. C'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir une vraie réflexion. Elle n'a pas l'air d'être particulièrement intelligente, mais juste instinctive. Elle se dit juste, bon, là je dis oui, là je dis non, là je dis oui, là je dis non. Et en fait, elle n'est pas censée juste diriger le groupe de survivants, donc les morts vivants, comme je les appelle. Elle est juste censée coopérer avec les autres, et parfois elle a des réactions qui sont très surprenantes au point où on se dit mais en fait t'es une connasse ou comment ça se passe? Quand tu juges les gens comme ça aussi vite, tu te dis mais quoi, qu'est-ce qui t'a fait celui-là? Pourquoi t'es aussi méchante? Et derrière, là où tu pourrais te dire bon c'est une espèce d'ado capricieuse, donc en fait comme c'est une ado, tu y crois. Les ados sont très cons parce qu'ils manquent d'ouverture sur le monde, ils n'ont pas l'expérience. Donc c'est très bien. C'est compréhensible, y a pas de souci. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'en fait, elle a réellement raison. Elle ne se trompe jamais sur les gens. Et là, ça me pose un peu souci, parce qu'on aurait pu avoir un sous-texte sur elle. Pas ne serait-ce que, voilà, c'est pas bon de juger les gens sur leur apparence et tout ça. Elle tacle direct, et y va, elle s'en bat les couilles, elle trace, et réfléchit pas plus que ça. Et en fait, elle a raison. Donc en fait, elle roule également sur les obstacles qui se dressent devant elle. Personnage secondaire gâché. J'avais marqué Evelyn, Michael et Jen. Pareil, les noms des personnages, j'ai toujours un peu de mal à les retenir, donc c'est bien que je les ai notés. Alors, on va commencer par Evelyn, qui est un énorme sujet à part entière. Qui est Evelyn ? C'est une jeune fille qui est encore plus jeune que Kate. Je crois qu'elle a 14 ans à peine, donc c'est jeune adolescente, tout ça. C'est quoi sa particularité? Bah c'est le classique du personnage un peu introverti, renfrogné. Il y a un sous-texte comme quoi elle est d'une famille très croyante et très superstitieuse par-ci par-là, mais on n'en fait pas beaucoup de cas de ça. C'est juste que voilà, c'est une personne très renfermée. En gros, c'est la petite chose fragile qu'on a envie de protéger, voilà. Je fais une caricature, c'est bon. Et du coup, pourquoi Evelyn est un personnage gâché? Elle est complètement lunatique au possible. Elle demande de l'aide. C'est très clairement ce qu'on pourrait appeler un personnage secondaire qui enchaîne les gaffes sans arrêt et qu'on est obligé de surveiller pour éviter que tout le groupe se retrouve dans la merde. Tu vois le délire? C'est ce genre de personnage qui meurt en premier. Ouais. Bah là en l'occurrence évidemment pour que l'histoire soit rigolote, je vais pas vous gâcher la surprise encore une fois, on évite de la faire mourir. Sinon il roulerait sur les étapes en réalité. Donc c'est un personnage qui a tendance à énerver, c'est tout à fait normal pour ça, mais elle change d'avis et d'attitude de manière un petit peu loufoque. Et ses actes en eux-mêmes sont parfois très peu compréhensibles. C'est qu'en fait... Non, en fait vous savez quoi, je vais enchaîner avec les autres personnages. Parce que sinon, soit je vous gâche l'histoire, soit j'enchaîne direct avec la conclusion. Et ça va pas le faire. Michael, c'est un personnage intéressant, dans le sens où il n'est pas rencontré dans le purgatoire, par Kate et tous les autres, mais au contraire, il est rencontré sur la route. Donc là, on peut se dire comment il s'est retrouvé là, pourquoi est-ce qu'il a survécu tout seul, quel est son passé, etc. D'autant qu'on a un personnage hautement mystérieux, on sait même pas s'il est humain, qui s'appelle Kéron, un routier des abysses, qui transporte les âmes vers le paradis, mais qui s'arrête à mi-chemin, jusqu'à une station essence, et ensuite te laisse te démerder. Alors pourquoi est-ce que ce gars est aussi sympa? Eh bien, tout simplement, parce que il te force à te remémorer tes souvenirs, grosso modo, tes souvenirs de ta vie passée, et à lui raconter tous tes plus graves péchés. Et une fois que ton âme est suffisamment légère, tu peux rentrer dans son camion. Donc déjà dans la symbolique, c'est tout à fait intéressant. Et dommage qu'on le voit pas plus que ça, parce que je m'étais dit, vu ce que le personnage semble avoir d'importance dans cet univers-là, on pouvait être amené à le revoir plus par la suite. Alors en fait, dès le début, c'est plié, voilà. Il fait son job, au revoir. Bah c'est bien aussi d'avoir des personnages fonction comme ça, hein. Eh bien Michael, justement, est le premier et le seul à avoir particulièrement stimulé la perversion de ce routier, de ce Kéron. Donc on suppose qu'il a de beaux bagages derrière lui. Et évidemment, il en a. C'est juste que la manière dont il est présenté au départ, c'est un gars complètement paumé, plutôt beau gosse, qui aimerait bien ne pas se faire déglinguer par des démons, c'est tout. On sait même pas s'il veut rejoindre le paradis, on sait pas, il juste rejoint un groupe, s'il vous plaît aidez-moi.
mais il est dès le début assez maltraité, particulièrement par Kate, et tout le long tu te dis, mais Kate, t'es pas un peu une connasse? Parce qu'il te fait rien du tout, il a rien demandé à personne, il fait pas de remarques méchantes, comme je sais même plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Enfin bref, il ne fait strictement rien pour se faire détester, le Michael. C'est ça qui me fait rire. Et au contraire, il est plutôt avenant, il essaye d'aider par-ci par-là, et en fait, dès qu'il commence à poser un petit souci, quand bien même c'est la situation qui justifie qu'il manque de tuer Kate dans un contexte vraiment précis, je peux pas en dire plus, Kate elle le prend en grippe, mais à la vie à la mort, comme si de sa vie dépendait que ce mec-là se fasse crever la gueule, et pourtant, il a rien demandé quoi. Tout le long t'es en train de dire, mais Kate, t'es vraiment une connasse. Et c'est qu'après qu'on comprend vraiment son passif, qu'on se dit, ah bon, peut-être qu'effectivement c'est un connard, mais en tout cas, il a toutes les raisons de vriller. Quand on voit la manière dont il est traité au cours du périple. Donc là pareil, je suis un peu perturbé. C'était quoi le message en fait? On est mauvais par nature, si t'as fait des saloperies au cours de ton existence, tu peux pas te racheter quand t'es dans le purgatoire? Le sujet, parce que du coup, ça m'a un peu perturbé par rapport au personnage de Kate, et également par rapport au personnage de Jen. Jen qui est l'avocate, l'archétype de ce qu'on pourrait appeler la baroudeuse, celle qui est au courant de tout, et qui distille les informations au groupe, parce que elle a un passif très intéressant. Elle en est revenue, pourquoi? Parce que tout le monde est mort, et que elle seule a réussi à en sortir. Bon déjà, elle a cette démarche, qu'elle connaît le monde extérieur, au bar dans lequel ils sont tous en train de pourrir, et que fatalement, quand elle voit arriver une petite conne de 16 piges, qui veut faire sa loi, et qui veut se barrer avec le plus de monde possible, elle la prend en grippe, et lui dit, ouais, oh, je te vois venir, hein, tu veux qu'on s'entraide, etc. Mais t'inquiète pas, dès qu'il y aura le premier obstacle, tu vas te barrer et tu vas nous laisser crever. Non mais c'est bon, je te vois venir, parce que moi je suis comme ça en fait. S'il y a une merde, je vous laisse crever, je suis honnête. C'est ça que j'aime bien chez elle, c'est que c'est un personnage vachement marqué sur le plan caractériel, et qui est honnête jusqu'au bout. Si je veux aller au paradis, c'est pas pour qu'il y ait des traînes la patte derrière moi qui nous fassent tous tuer en fait. Parce que techniquement, on est pourchassé par des démons, donc... on avance, et les traînards, sacrifice. Voilà, ça nous fera gagner du temps. J'aime bien le fait qu'il y ait toujours un personnage comme ça dans ce genre d'histoire, parce que ça permet de travailler, disons, le côté moral de chacun. Justement, là où j'ai un problème avec le personnage de Jen, c'est que, on la voit, c'est dur d'en dire plus. Disons que sa conclusion est franchement insatisfaisante. Elle aurait mérité tellement plus. Maintenant, vous allez vous dire, elle va mourir. On ne sait pas en réalité. Mais très franchement, il y aurait eu matière à faire beaucoup mieux que ça avec elle. C'est assez décevant. Voilà. Je vais pas vous faire tous les personnages secondaires parce qu'au bout d'un moment, soit vous lisez le livre et vous comprenez de quoi je parle, soit je vous donne envie de le lire, mais ça sert à rien que je vous fasse une description détaillée, c'est pas mon boulot. Donc le roman en réalité est une énorme mise en abîme post-mortem. Mais pour l'horreur, je suis un peu plus mesuré. C'est pas qu'il n'y a pas d'horreur, mais pour moi ce n'est pas un récit horrifique. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si vous voyez la différence. Si vous considérez que vous avez en face de vous une histoire d'horreur parce que à un moment donné ou un autre ça vous a fait peur, peut-être qu'on n'a juste pas les mêmes codes, pas les mêmes manières de voir les choses. Parce que dans des histoires, je sais pas, des histoires de fantasy, dans des histoires d'amour, dans n'importe quoi, il peut y avoir de l'horreur pure à un moment précis. Ça n'en fera pas une histoire d'horreur pour autant. Là, on a plusieurs scènes vraiment horrifiques dans ce livre, mais ça ne m'a pas tant marqué que ça, à part la cité. Je vais l'appeler comme ça pour vraiment pas vous gâcher la chose. Il y a des passages qui nous rappellent très bien l'imagerie de l'enfer de Dante. Ça, ok, ça marche bien. Il y a la scène avec le gamin, j'en dirai pas plus toujours, qui est assez étrange, assez difficile à percevoir, enfin, c'est assez difficile de comprendre ce que Christelle Lebelly a voulu raconter avec ça tout le long de la scène, mais quand tu vois la conclusion, tu te dis, ah oui, peut-être que ça voulait dire... Ouais, en gros, tout simplement, le message général dans ce livre, c'est que tous ceux qui se retrouvent dans cette espèce de purgatoire sont des gens complètement paumés qui n'ont pas eu de cadre suffisamment marqué dans leur vie réelle, terrestre, pour
mériter une place au paradis une fois leur mort arrivée. Et c'est pour ça que les quelques rares élus qui peuvent être amenés à aller au paradis sont ceux qui ont réussi à s'absoudre de leurs péchés. Mais pour l'horreur en elle-même, il n'y a pratiquement pas eu de scène horrifique pure. Il y a eu des scènes qui te font dire « Oh, est-ce que c'était nécessaire ?» Mais après voilà, je ne sais pas ce que Christelle Le Belli a l'habitude d'écrire en matière de livres. Je suis pas sûr que ce soit tout le temps de l'horreur. Peut-être que ça touche, peut-être que c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que ce sont des histoires à base de thriller, d'aventure ou quelque chose comme ça qui finissent avec quelques touches d'horreur mais qui ne sont pas vraiment orientées là-dessus. L'horreur pure, bah... J'ai un camarade qui s'appelle Giovanni, avec qui est très au fait de ce qu'est une bonne histoire d'horreur. Et en règle générale, une bonne histoire d'horreur, ça te fout des frissons constamment et tout le long. T'as peur pour les personnages au début, parce qu'on te parle d'une traque de démons, etc. Mais en réalité, les démons sont jamais trop visibles. Donc tu ne fais que supposer qu'ils sont là. Et une fois qu'ils sont vraiment là, bon, t'as pas vraiment peur, parce que c'est pas Kate en soi qui est mise à l'épreuve. Je sais pas si j'ai bien formulé. Kate est constamment mise à l'épreuve. C'est un peu paradoxal. Mais toujours sur le plan psychologique. Enfin, dans le mental. Elle est mise à l'épreuve sur le mental. Mais sur le plan physique, j'ai pas souvenir qu'elle ait tant que ça subi au cours de ce roman. Alors t'en as d'autres qui se font déglinguer leur gueule, tu te dis mais les pauvres, ils ont rien demandé. Et aussi, il y a ce souci-là, c'est que bah on lit ce livre uniquement du point de vue de Kate. Donc fatalement, on voit pas trop ce qui se passe dans la tête des autres personnages et de ce qu'ils ont vu. Parce que certains des personnages secondaires ont vraiment bouffé sévère et on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu vivre quand on n'avait pas l'action centrée sur eux. Mais ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, hein. Je veux dire, c'est pas une critique en soi, c'est une observation. Ah, ça, c'est une vraie critique négative. Attention. Situation souvent peu vraisemblable. Personnages qui se rejoignent comme ce qu'on pourrait attendre d'un récit de type voyage initiatique avec plusieurs personnages dans un même groupe, c'est qu'il y ait des engueulades, c'est qu'il y ait des frictions, et que ça en vienne aux mains, et que à un moment donné, pour une raison ou une autre, le groupe se dissout. Bah oui, c'est exactement ce qui arrive dans ce roman, donc on n'est pas dans l'originalité, mais ça fait tout à fait le café quand ça arrive, tu y crois, c'est très bien. Seulement, les personnages se rejoignent d'une manière, t'as envie de dire, alors, soit le monde est extrêmement petit et étriqué, soit tu pars en mode théorie et tu te dis ouais en fait c'est les démons qui poussent les personnages à se rejoindre pour encore plus les torturer psychologiquement, parce que visiblement ils sont pas faits pour être ensemble, tous ces personnages. Ouais d'accord. Ça je dirais que c'est la théorie la plus plausible. Soit c'est que bah Christelle Le Belli a absolument pas géré cette partie là parce que c'est trop gros. Il aurait fallu justifier parce que merde tu te dis les personnages se séparent, pendant 3 chapitres ils se voient plus, donc bah Kate elle va toujours plus loin, elle avance vers le paradis et d'un seul coup oh bingo, personnage secondaire revient. Vas-y, on va faire avec. Il revient d'où? De comment? Oui, bah j'ai un peu cavalé par-ci par-là, on est tombé sur des démons, j'ai réussi à m'échapper, et putain c'est la merde ici. Ah oui, c'est la merde. Bon tu viens? Bah franchement ouais, on est mieux à plusieurs que mal accompagné. Non, on est mieux à plusieurs plutôt que tout seul. Ouais. Et juste derrière, ils vont continuer à s'engueuler. Donc c'est un peu perturbant. Mais là encore, j'ai pas un avis définitif, je sais pas si c'est pas quelque chose de voulu, ou si c'est une maladresse. Et en matière de maladresse, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, les démons sont très peu présents physiquement, mais c'est peut-être mieux comme ça, parce que ils font des attaques psychologiques. Ils poussent les personnages à s'entretuer, j'ai envie de dire, de manière symbolique. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait leur force. Et qui fait qu'il y a si peu de monde qui parvient à atteindre le paradis. Ah bah on arrive sur la fin. Alors j'avais marqué fin ambiguë, difficile de saisir le sens de l'œuvre. Si libre interprétation voulue, alors pari gagné. Alors est-ce que ça vaut la peine d'en dire plus? Parce que oui, la fin est très ambiguë. Et je me suis permis de lire aussi les commentaires sur internet des lecteurs, parce que c'est très bien d'en avoir, et j'aimerais bien en avoir sur le mien de temps en temps. C'est que la fin nous laisse entendre une sorte de tout ça pour ça. Et d'un autre côté, quand on arrive vraiment à la toute dernière page du livre, on se dit, c'est vraiment fini là? On peut pas avoir l'impression d'un... En fait, il n'y a aucun achèvement. L'objectif, on ne sait pas s'il est rempli, mais on suppose que oui, mais on n'en voit pas les conséquences de ça. C'est-à-dire, on n'a pas du tout l'impression qu'aucun des personnages ne s'est accompli au cours de cette histoire, et c'est ça qui pêche, en fait. C'est ça qui me fait dire, est-ce que c'est moi qui ai mal compris, ou est-ce que c'était le but dès le départ? Et j'ai une forte partie de moi-même qui se dit, c'est probablement prévu dès le départ, mais est-ce que c'est mieux pour autant?
Je ne sais pas. Toujours est-il que je me pose plus de questions maintenant que j'ai fini de le lire que avant, quand je me disais, bon, ce personnage-là va s'en sortir, celui-là va pas s'en sortir, etc. Là, en fait, on a envie de se dire, en fait, c'est tous plus ou moins des connards, je schématise, mais aucun ne se remet réellement en question. Et c'est le purgatoire. Donc du coup, ça justifie totalement pourquoi ils sont dans le purgatoire, et pas au paradis ni en enfer, parce qu'ils ont pas l'air d'être complètement démoniaques, ils ont pas l'air d'être complètement perdus au point d'avoir renoncé à leur humanité, mais en même temps, c'est pas comme s'ils donnaient l'impression de vouloir s'affranchir de toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre de leur vivant. Bah en fait, c'est un bon bouquin de purgatoire, c'est ça. Mais sur le plan narratif, et c'est là-dessus que je voulais en conclure, c'est que comme on n'a aucune impression d'accomplissement de nos personnages à la fin, la frustration qui ressort de ça n'est pas forcément une frustration positive. C'est-à-dire oui, je suis frustré parce que je ne comprends pas la fin, parce que la fin est un petit peu vague et floue, mais en même temps, est-ce que cette frustration-là est bonne? Parce que j'ai l'impression qu'à aucun moment dans l'histoire, nos personnages ont évolué. C'est un peu un défaut. Ils ont des personnalités qui sont bien marquées, mais t'as l'impression que c'est des pions qui avancent sur un échiquier tout du long. Il n'y a pas assez d'humain qui ressort de ces personnages-là. Et ça peut paraître paradoxal parce qu'ils passent leur temps à s'engueuler, ils passent leur temps à s'envoyer des fions, ils passent leur temps à s'entraider aussi, mais il y a un côté un petit peu... Ouais, il manque d'émotion. Ils sont un peu vides. Et je peux pas dire si c'est bon ou pas bon. C'est un peu perturbant en fait. Alors comment conclure sur cette lecture? Bah globalement je pourrais dire que oui, j'ai passé un très bon moment, que c'était positif sur l'ensemble, je veux dire je me suis pas ennuyé, je ne me suis pas enragé violemment sur un personnage ou deux précis, comme ça a pu être le cas sur MKV par exemple, mais il y a un côté, les personnages, chacun d'entre eux d'ailleurs, ne me provoque pas la moindre empathie pour eux. Et ça pose problème parce qu'il y a des personnages qui sont clairement affichés comme étant intéressants, qui ont un passif, tout, et peut-être qu'ils se remettent en question, etc. Mais on voit pas trop ce qui se passe dans leur tête puisque tout passe du point de vue de Kate. Kate est intéressante comme personnage principal, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'elle est souvent insupportable car ses points de vue et ses opinions ne sont pas cohérentes, ou du moins ne sont pas expliquées. C'est je pense comme ça, c'est mon instinct, je sais que j'ai raison, t'as envie de dire bon, c'est une petite conne qui va être rattrapée par la réalité et elle va en sortir grandie. Formidable, très bien, développement classique, mais pertinent du personnage. Et à la fin, bah en fait, non. En fait, elle avait raison dès le début. Mais du coup, son parcours à elle, initiatique, on en est où de tout ça? Est-ce qu'elle va réussir à atteindre le paradis? Et si elle atteint le paradis, ça signifie qu'elle en est digne? C'est-à-dire qu'elle a réussi à se défaire de son passé? Bah on sait pas. On sait pas, et ça me perturbe un petit peu. Oui, là c'est une critique vraiment sur l'histoire, parce que forcément, je ne suis pas dans la tête de l'auteur, je ne peux que faire de suppositions. En tout cas, c'était une très très bonne lecture, très agréable, très facile à lire aussi. Et pour qualifier ça d'horreur, n'importe quel adolescent pourrait lire ça sans aucun souci, je vous garantis, vraiment. Oui, il y a des moments difficiles, je pense ça va. Si vous avez vu un petit peu d'histoire vraiment violente, même de l'horreur psychologique, franchement ça se tient bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, je vous conseille de le lire pour vous faire votre avis si c'est pas déjà fait. Ah, si cette vidéo vous a plu, c'est pas souvent que je fais des critiques parce qu'il faut quand même les lire, les lire de manière un petit peu avec de l'attention. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à mettre un like, un commentaire, tout ça. Si vous avez des livres de youtubeurs, booktubeurs à me faire lire, que je fasse des critiques dessus, n'hésitez pas. En vidéo je parle. Et du reste, je vous dis à tantôt pour de prochaines vidéos. Fin de la critique.